Bonsoir à tous. Écoutez, je suis ravi d'être présent parmi vous ce soir pour parler de Stephen King. Vous avez peut-être déjà assisté au cours précédent, vous avez entendu parler de l'enfant dans l'œuvre de Stephen King, vous avez entendu parler de l'histoire des États-Unis conçue comme un film d'horreur. Et ce soir, moi, je voudrais m'intéresser à la transformation d'une œuvre littéraire en une œuvre cinématographique. Qu'est-ce qui fait qu'il existe une œuvre de Stephen King au cinéma, malgré le fait que cette œuvre soit portée par des personnalités aussi évidentes que celles de Stanley Kubrick, de Brian De Palma, etc., qui sont, par leur mise en scène, des véritables auteurs. Voilà comment les figures de la peur propres à Stephen King ont nourri une certaine idée de modernité du cinéma d'horreur dans les années 70, 80, etc. L'enfant croit aux présences tapies dans le noir jusqu'à ce que nous leur disions le contraire. Mais peut-être mentons-nous aux enfants. Voilà ce que déclarait l'héroïne de Rendez-vous avec la peur, le film de Jacques Tourneur réalisé en 1957, à Dana Andrews, un héros cartésien, incapable de voir l'évidence des forces occultes qui s'agitent sous ses yeux. Voir ou ne pas voir, telle est la question dans ce classique de 1957. Alors évidemment, Stephen King, ce n'est pas tout à fait Jacques Tourneur. Chez lui, les monstres ne sont pas des entités invisibles, exclusivement nichées dans les ténèbres ou dans le hors-champ. Au contraire, les monstres, ce sont des choses qui sont incarnées de manière physique, avec une densité physique tout à fait impressionnante. Mais néanmoins, thématiquement et esthétiquement, dans ce rapport éminemment moderne à la faculté de voir, c'est-à-dire à la faculté de lire, de décrypter, de critiquer les images, tout Stephen King est déjà là dans cette réplique du film de 1957. Et ce lien entre King et Jacques Tourneur, forcément, il interpelle, parce qu'il trace une espèce de généalogie impure faite d'aller-retour entre cinéma et littérature. Cet aller-retour incessant, évidemment, il a été extrêmement fertile. On le voit à l'œuvre dans toute la cinématographie, dans toute la filmographie tirée de Stephen King, qu'on peut voir ici dans cette programmation, avec des cinéastes comme Romero, Kubrick, De Palma, Carpenter, Cronenberg et les autres. Au point qu'aujourd'hui, en 2019, l'œuvre de Stephen King, elle nous apparaît autant comme littéraire que comme cinématographique. Pourtant, il faut quand même le rappeler tout de suite en introduction, l'œuvre de Stephen King, elle s'inscrit d'abord dans une histoire spécifiquement littéraire américaine, l'histoire de la littérature fantastique américaine qui commence évidemment avec Edgar Allan Poe au XIXe siècle. Edgar Allan Poe, c'est évidemment le grand précurseur, celui qui invente un genre à chaque nouvelle, et c'est quelqu'un qui va imposer le gothique évidemment aux États-Unis, et la grande peur d'Edgar Allan Poe, celle qui ne va cesser de développer d'un texte à l'autre, c'est l'idée de l'angoisse liée à la profanation de sépultures. Ça, c'est vraiment une figure essentielle chez lui. Après Edgar Allan Poe, il y a bien sûr Lovecraft, qui, lui, va déplacer l'horreur sur le terrain du cosmique, de l'hallucinatoire. Voilà, ça va être ça, son grand apport. Et par la suite, dans les années 1950-1960, ça va être le moment de Richard Matheson, qui, lui, va ramener le fantastique à la sphère privée, à la sphère intime. C'est la question du monstre intérieur, c'est la créature qui sommeille en chacun de nous. Alors Stephen King, lui, il arrive après tout ça, et son grand apport, c'est précisément d'avoir réussi un petit peu la synthèse de ces trois étapes. Il est le créateur d'un gothique contemporain qui hérite de l'angoisse liée à la profanation de sépultures, mais il inscrit son fantastique dans les situations les plus quotidiennes pour mieux déployer le sentiment d'horreur, justement de l'intime jusque vers le cosmique, et réciproquement. Et cette synthèse, elle s'opère notamment par un questionnement politique qui est propre à Stephen King, mais qui, là aussi, est hérité directement de ses prédécesseurs, Poe, Lovecraft et Matheson. D'abord, chez lui, il y a la réactualisation de l'angoisse liée à la profanation de sépultures. C'est une manière pour Stephen King de remettre en cause les mythologies fondatrices des États-Unis. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire au XXe siècle que de profaner une sépulture, que de fouiller la terre? Qu'est-ce qu'on peut bien découvrir dans la terre? Quelle histoire, quelle contre-histoire, quels ancêtres? Voilà. Mais cette angoisse politique, il l'exprime parfois à la façon de Lovecraft, donc c'est-à-dire de manière plutôt hallucinatoire, et le plus souvent à la façon de Richard Matheson, c'est-à-dire dans la sphère intime, avec l'idée d'un quotidien qui se délite,
C'est l'idée d'un pourrissement progressif de ce qu'on croyait sain, en gros. C'est l'idée récurrente chez Stephen King que la famille produit ses propres monstres. Alors cet héritage direct de Matheson, Stephen King l'a revendiqué dans un livre, un essai en 1981 qui s'appelle Anatomie de l'horreur, dans lequel il s'étend sur l'apport de la culture fantastique, l'apport du fantastique, du genre fantastique à la culture américaine, et dans lequel il révèle un petit peu ses grandes influences. Alors, l'influence de Matheson, tout de suite, elle est extrêmement importante parce que Matheson, un petit peu comme Stephen King, donc avec un peu d'avance sur lui, c'est quelqu'un qui à la fois est connu pour ses nouvelles, pour ses romans, L'homme qui rétrécit, Je suis une légende, etc. Mais c'est quelqu'un qui a aussi travaillé en tant que scénariste. C'est quelqu'un qui a travaillé pour La Quatrième Dimension, la série culte dans les années 50. C'est quelqu'un qui est l'auteur de toutes les adaptations de Edgar Allan Poe pour le cycle Poe, réalisé par Roger Corman dans les années 60 avec Vincent Price. C'est également le scénariste de l'un des films gothiques les plus abstraits de Terence Fisher, le cinéaste de la Hammer en Angleterre, Les Vierges de Satan. Et c'est lui également le scénariste de Duel de Steven Spielberg. Donc vraiment, là, pour le coup, on est dans le cinéma fantastique moderne. Donc voilà, Matheson, déjà, quelque part, il annonce Stephen King. Plus largement, dans Anatomie de l'horreur, on découvre un Stephen King qui ne s'est pas strictement initié au genre fantastique, aux sources de la littérature. Il n'y a pas que Edgar Allan Poe, il n'y a pas que Lovecraft, il n'y a pas que Richard Matheson, il n'y a pas que Ira Lewin, l'auteur de Rosemary Baby, ou Shirley Jackson, l'auteur de La Maison du Diable. Il y a aussi, tout simplement, le cinéma, avec les séries B qu'on pouvait voir dans les années 50, dans les drive-in, les films de science-fiction de Jack Arnold, par exemple, les récentes productions gothiques de la Hammer qui viennent d'Angleterre, les films de William Castle, ou les films de Roger Corman, évidemment. Mais il y a aussi la télévision. Je vous ai parlé il y a 2 secondes de La Quatrième Dimension, mais à la télévision, dans les années 50, c'est là où on peut découvrir tous les classiques de la Universal qui ont été produits dans les années 30, ce qu'on appelait les Universal Monsters, les Frankenstein avec Boris Karloff, les Dracula avec Bela Lugosi, etc. Et enfin, dernière source non moins importante, il y a la bande dessinée. Stephen King, c'est quelqu'un qui a lu ce qu'on a appelé les Hitchcock Comics, les revues de bande dessinée comme Tales from the Crypt, Vault of Horror, etc. De ce point de vue, Stephen King, qui est né en 1947, eh bien, il appartient exactement à la même génération que les grands cinéastes qui vont l'adapter par la suite, à l'exception de Stanley Kubrick, qui lui est né en 1928. Si on prend George Romero, eh bien, Romero, lui, il est né en 40. Toby Hooper, lui, il est né en 43. John Carpenter, il est né en 1948. King, comme eux, c'est l'enfant d'une certaine pop culture des 50s et des 60s. Comme chacun d'eux, il a vécu des émotions fondatrices en salle de cinéma, qu'il relate d'ailleurs dans Anatomie de l'horreur. Comme chacun d'eux, il a instinctivement ressenti devant les séries B des années 50 ces histoires d'invasion extraterrestre, de paranoïa anticommuniste, de bestioles géantes comme Tarantula qui détruisent des villes. Il a ressenti qu'il y avait une sorte de problème américain qui était formulé de manière sous-jacente, problème américain qui allait être pris la décennie suivante à bras-le-corps par la contre-culture et qui allait vraiment le formuler frontalement, contre-culture à laquelle, bien sûr, Stephen King et puis tous les cinéastes que je viens de citer appartiennent. Comme chacun d'eux, Stephen King écrit par image. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il a théorisé de cette manière-là. Il a une image et il retranscrit ces images. D'où cet art de la vision, cet art médiumnique, pourrait-on dire, d'où la capacité des cinéastes à puiser dans ses romans la matière à faire des films. Autrement dit, Stephen King est partie prenante de ce qu'on a appelé la modernité fantastique, apparue dans les années 60 et 70 au cinéma. Ces romans en sont complètement contemporains. Le premier roman de Stephen King, c'est Carrie en 74. Ça sort en même temps que Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. Et à partir des années 80, là où les choses deviennent absolument passionnantes, c'est que la multiplicité des adaptations de Stephen King au cinéma, avec toutes ces adaptations, eh bien finalement, il devient un petit peu le dénominateur commun de cette génération de cinéastes. Autrement dit, il est légitime de s'interroger sur la nature de cette œuvre cinématographique kingienne. Comment trouve-t-elle sa cohérence en dépit du fait que des cinéastes comme Kubrick, De Palma ou Romero sont incontestablement, par leur mise en scène, les auteurs des films? En fait, quel est l'apport du romancier Stephen King à ce qu'on a appelé la modernité fantastique au cinéma? Alors pour le comprendre, il faut tout de suite s'arrêter sur cette notion de modernité.
Parce que directement, elle nous confronte à un gros paradoxe. Ce qu'on a appelé la modernité, ça a été théorisé dans les années 50, sous la plume d'un certain nombre de critiques, c'était les futurs tenants de la nouvelle vague, et ça a été théorisé précisément en critiquant un certain cinéma français, c'était le cinéma français de qualité française, voilà. Et ce qu'on reprochait à ce cinéma, c'était précisément d'avoir des sources littéraires prestigieuses. En gros, la légitimité du cinéma, à cette époque-là, on allait la tirer dans la littérature. Pour Godard, pour Truffaut, pour Chabrol et les autres, le cinéma devait être un art indépendant et une signature comme celle d'Hitchcock, par exemple, était aussi importante que celle d'Aragon, parce que c'est le cinéaste, c'est le réalisateur qui, par sa mise en scène, est bel et bien l'auteur du film. Donc voilà, tout de suite problème, comment Stephen King, en étant simplement l'auteur de livres qu'on adapte au cinéma, pourrait-il être le co-auteur d'une œuvre cinématographique? Premier paradoxe. Mais plus globalement, cette notion de modernité, ça tient moins à une affaire de style, de genre, de personnalité, que d'un moment dans l'histoire du cinéma, donc ce moment lié à la nouvelle vague, dans lequel on a affirmé le primat de l'image sur le scénario. L'image et sa dynamique propre pour offrir une narration inédite. L'image comme source d'interrogation réflexive. L'image comme objet à déconstruire pour faire affleurer une poésie nouvelle. Alors, qu'en est-il du cinéma fantastique dans tout ça? Comme pour n'importe quel autre genre, il y a bien sûr eu des traces de modernité bien avant que le cinéma fantastique se prétende officiellement comme moderne. Si on prend Nosferatu, par exemple, il y a ce choix radical, qui est déjà très moderne, d'un naturalisme quasi-documentaire qui tourne le dos à Caligari. Il y a en plus cette espèce de mise en abîme, de réflexion sur l'image, où on fait de la caméra, du cinéma, une métaphore, pardon, c'est l'inverse, on fait du vampirisme une métaphore du cinéma. La caméra vampirise le réel pour en projeter un double sur un écran qui s'efface dès lors qu'on allume la lumière. Voilà, on est dans une idée moderne. De la même manière, il y a eu chez Todd Browning, par exemple, dans les années 30, tous les jeux d'illusionnistes propres à son cinéma, tous les jeux de mise en abîme, que ce soit dans Dracula, dans Freaks, dans La Marque du Vampire, on est déjà dans une certaine idée de la modernité. De la même manière, Jacques Tourneur, que je citais précédemment, en filmant l'invisible, lui, il met fin à une certaine idéologie de la transparence de l'image et il révèle son double fond occulte. Et puis dans les années 60, il y a eu les premiers modernes assumés, mais qui n'ont pas été reconnus comme tels immédiatement, sauf par une revue d'avant-garde, dont on a parlé il y a 2 secondes, Midi Minute Fantastique, qui a été la première vraiment à saluer chez eux l'idée d'un fantastique moderne. Il y a Terence Fisher, donc le cinéaste leader de la Hammer, cinéaste gothique qui accouche d'un matérialisme fantastique qui vise au réel et dont l'évolution d'ailleurs sera passionnante parce qu'il ira vers une espèce d'épure bressonienne. Alors là, on est vraiment, encore une fois, dans une idée de la modernité. Et puis en Italie, par exemple, on a un autre cinéaste très important, il y a Mario Bava, qui lui aussi est né au cinéma gothique et chez lequel l'image devient une espèce de matière autonome, vivante, affranchie de toute narration classique. En fait, l'entrée en modernité vraiment officielle, cette fois complètement reconnue comme telle, c'est 1968. C'est George Romero, donc cinéaste qui va croiser par la suite la route de Stephen King. Et c'est bien sûr La Nuit des Morts Vivants, qui va être salué vraiment comme un film important, à la fois par les cahiers du cinéma en France, par Positif, et puis dans le restant du monde également. Pour bien décrypter ce que c'est que la modernité ici, je suis obligé de dire 2 mots du film. Ici, on tourne le dos aux mythologies classiques, Dracula, Frankenstein, les zombies vaudous, pour les reformuler en une mythologie nouvelle, le mort-vivant anthropophage. On tourne le dos au gothique en situant l'action dans l'époque contemporaine avec une esthétique qui emprunte au cinéma vérité, au reportage de guerre et à l'esthétique gore. Et on obtient ainsi une espèce d'allégorie politique d'une Amérique en proie à l'autodévoration sur fond de guerre du Vietnam, de lutte raciale, etc. Ça a vraiment ouvert une voie dans laquelle un certain nombre de cinéastes sont allés immédiatement, dont Toby Hooper, par exemple, avec Massacre à la tronçonneuse. C'est un petit peu la même chose. Massacre à la tronçonneuse, c'est la peinture folle d'une aliénation sociale dans une famille de rednecks, ex-employés d'un abattoir. Et là encore, on reformule des mythologies classiques. Le personnage de Leatherface, c'est un écho à la créature de Frankenstein. Le grand-père cadavérique, dont on ne sait pas très bien s'il est mort ou vivant à l'étage, c'est une sorte d'ersatz décadent de Dracula. On est toujours dans cette idée-là. On pourrait faire la même analyse avec John Carpenter, Assaut, Halloween, etc. Mais je ne vais pas vous faire la liste là, de tous les films modernes des années 70.
Alors, qu'en est-il de Stephen King dans tout ça? On pourrait tenter de se dire, à ce stade, que c'est peut-être d'abord la modernité de cet adaptateur qui a rejailli sur lui, que tout beau romancier qu'il soit, sa chance, en tout cas au cinéma, ça aura été d'abord d'avoir été un pourvoyeur de bons sujets pour de très grands metteurs en scène. Mais j'aimerais tout de suite battre en brèche cette idée-là par une sorte de démonstration par l'absurde, précisément en vous passant un extrait non pas du tout d'un grand chef-d'œuvre, mais d'un film au contraire tout à fait mineur, un peu obscur, un peu oublié aujourd'hui, un film qui s'appelle Les ailes de la nuit, qui a été réalisé en 97, tiré d'une nouvelle de Stephen King qui s'appelle donc Les rapaces nocturnes, qui est sorti en 1993, et c'est juste une modeste série B, hein, voilà, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. L'histoire, je vous la résume en 2 secondes, c'est l'histoire d'un journaliste cynique qui travaille pour un tabloïd racoleur, toujours amateur de faits divers sanglants, plus sordides les uns que les autres. Et ce journaliste cynique, il est sur les traces d'un serial killer qui est surnommé le Vampire, un aviateur qui sévit d'aérodrome en aérodrome, où il laisse toujours un grand nombre de victimes. Et au moment de l'extrait que vous allez voir, le journaliste, qui est par ailleurs lui aussi aviateur, va photographier la tombe d'une des victimes du prétendu vampire. Voilà ce que vous allez découvrir maintenant. C'est pas assez effrayant. Qu'est-ce qu'il fait là, le monsieur? Bon sang, vous m'avez fait une de ces trouilles? C'est vous, le petit vandale? Non, sûrement pas, mais j'ai vu quelqu'un qui s'enfuyait par là. Moi, je sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais on a l'habitude de respecter les morts ici. Alors, je vous conseille d'en faire autant. Sinon, vous pourriez rejoindre Claire plus tôt que vous ne croyez. Ah oui? Alors, ce qui est passionnant ici, c'est que
même dans cette série B sans prétention, qui est réalisée par quelqu'un qui est beaucoup plus un honnête artisan qu'un honnête illustrateur, qu'un véritable créateur de forme, selon la formule consacrée, la question de la modernité, elle est primordiale. Ici, on est d'abord dans une scène gothique classique, de profanation de sépulture. Tout y est, le décorum, l'éclairage, la nuit, la musique inquiétante. Et puis tout à coup, la musique s'arrête et la séquence mute en une espèce de déconstruction de cet archétype. Le personnage du journaliste devient une sorte de metteur en scène par nécessité professionnelle. Il doit construire sa vision macabre en recourant à tous les artifices à sa disposition. Donc les fleurs séchées à côté, essayer de renverser la pierre tombale, faire couler le sang, etc. Là, on touche ici à une figure récurrente chez Stephen King, qui est celle de l'auteur, qu'il soit romancier, comme dans Shining, comme dans Misery, Les vampires de Salem, etc., ou journaliste, photographe, comme ici. Une figure qui permet un jeu de mise en abîme, et une mise en abîme d'autant plus forte dans cette scène qu'il s'agit de mettre en scène l'horreur, c'est-à-dire une préoccupation commune à la fois de Stephen King dans ses romans et de tous ses adaptateurs à l'écran. Mais cette deuxième phase de déconstruction de l'archétype, elle est à son tour mise en crise. C'est l'irruption d'une sorte de vision médiumnique. Le moment où Miguel Ferrer pose le pied sur la tombe, il y a d'abord l'éclair, et puis il y a l'apparition du vampire classique. L'image du vampire classique, plus ou moins classique ici, puisqu'il est quand même dans un avion, mais on reconnaît la cape draculéenne. L'image du vampire classique, elle n'est là que pour nourrir l'idée d'un vampire moderne dont il est le double chimérique. Ce vampire moderne, bien sûr, c'est le journaliste, photographe, profanateur de sépultures, qui semble prendre plaisir à faire couler le sang, fût-il le sien, un petit peu comme Dracula face à Mina dans le roman de Bram Stoker. À la fin de la séquence, le journaliste prend finalement sa photo, et là, finalement, on retrouve la vieille métaphore propre à Nosferatu, du cinéma, art qui vampirise le réel via la caméra, etc. Bref, cette séquence, elle fait se percuter trois registres d'images, trois registres de vision. Celle du spectateur, l'archétype gothique, celle du metteur en scène au travail, et celle médiumnique, en proie à son double maléfique, à ses démons intérieurs. En cela, elle est à la fois archétypale de l'auteur Stephen King, mais également de l'idée de modernité cinématographique. Donc voilà, là c'est vraiment, on touche au cœur du problème. En fait, cette préoccupation d'une relecture critique des images, Stephen King, il l'a déjà prise à bras le corps avec George Romero de manière non seulement assumée, mais de manière complètement revendiquée, dans un film qui a été fait quelques années auparavant, qui s'appelle Creepshow, en 1982. Dans ce film-ci, cette fois, il faut carrément parler de modernité pop, ce qu'on va voir tout de suite. Creepshow, c'est un hommage donc aux Itchy Comics, ces revues de bande dessinée qui existaient dans les années 50, des revues qui s'appelaient Tales from the Crypt, qui s'appelaient Vault of Horror, qui s'appelaient Wired Science, et c'était des récits de science-fiction, des récits macabres, des récits criminels, des récits fantastiques, des récits d'horreur, à l'ironie noire mordante, au gore assumé, auxquels se sont justement abeuvrés Stephen King et Romero, mais plus largement toute une génération, hein. Quelqu'un comme Steven Spielberg, comme John Carpenter, comme Robert Zemeckis, tous, à un moment donné, ils ont revendiqué cette influence essentielle, en tout cas l'impact que ça a eu sur eux, jeunes adolescents. Au cinéma, il y a déjà eu des adaptations nombreuses en fait, de ces petites histoires. Notamment en Angleterre, via un studio qui s'appelle la Amicus, qui était un studio concurrent de la Hammer, mais qui utilisait un petit peu les mêmes acteurs, Christopher Lee, Peter Cushing, les mêmes techniciens et les mêmes réalisateurs. Ces films signés Freddie Francis et Roy Ward Baker, qui étaient d'ailleurs souvent très bien et qu'on peut revoir aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, ces films en fait se situaient dans une espèce d'entre-deux de l'histoire du cinéma. C'était une manière de continuer de faire exister le classicisme en le rénovant pour essayer de l'adapter aux exigences modernes du public. Mais évidemment, quand les films de Romero, à partir de 68, de Tobe Hooper et tous ces films-là ont déferlé sur les écrans du cinéma du monde, eh bien, tout ce pan de cinéma est un petit peu tombé en désuétude. Si bien que la dernière adaptation de ces histoires-là, de Tales from the Crypt, c'est un film à sketch qui s'appelle le Club des monstres en 80, signé Roy Ward Baker. Quand le film sort, eh bien, il est déjà complètement désuet. 2 ans après, Creepshow de George Romero et de Stephen King, eh bien, c'est un film d'une toute autre nature. Déjà, première différence, c'est que il ne s'agit pas d'une adaptation en tant que telle, mais d'un hommage, et Stephen King signe lui-même les histoires, c'est lui qui les invente.
Et puis d'autre part, c'est un film qui ne cesse de réfléchir au statut des images qu'il produit. Et ça, tout particulièrement dans le troisième segment du film, parce que c'est donc un film à sketch, le segment avec Leslie Nielsen. Je vous résume rapidement l'histoire. Il s'agit de l'histoire d'un homme, incarné par Leslie Nielsen, qui, pour se venger de sa femme adultère et de son amant, va mettre en place une espèce de piège diabolique pour les mettre à mort. Il va les enterrer l'un et l'autre en deux endroits distincts d'une plage. Il va les enterrer jusqu'au cou pour attendre que la marée monte et les noyer ainsi. Sauf qu'il met en place un espèce de dispositif tout à fait pervers, il les filme en même temps avec un caméscope et il diffuse avec une télé devant eux le meurtre de l'autre, ce qui est bien que sa femme assiste au meurtre de l'amant et l'amant assiste au meurtre de la femme de Leslie Nielsen en même temps. Et suite à la mise à mort, il repart avec ses petites cassettes et il les intègre à sa grande vidéothèque dont on se demande bien ce qu'elle peut contenir d'autre comme vidéo du coup. Ce que je vous propose de voir tout de suite, on va voir un extrait et... non, on va pas voir l'extrait tout de suite. Petit détail intéressant avant de passer à l'extrait, c'est que à travers cette figure de cet assassin, on est déjà dans la création d'un monstre nouveau, des marches modernes. Ce monstre, c'est un monstre qui est ancré dans les années 80 avec ce goût pour la VHS, avec ce goût pour les caméscopes, voilà, en 82, c'est vraiment le début de tout ça. Et en même temps, ce monstre moderne, il est connecté à des vieilles mythologies. Finalement, Leslie Nielsen, ici, c'est une espèce de Kontsarov moderne, un chasseur d'humains qui ne collectionne plus les têtes pour les exploser dans sa salle des trophées, mais qui collectionne l'image du trépas de ses victimes dans sa vidéothèque personnelle. En quelque sorte, Leslie Nielsen, c'est aussi quelque part, un petit peu Stephen King lui-même et George Romero lui-même, parce qu'eux aussi sont des collectionneurs d'images macabres. Eux aussi ont collectionné, adolescents, Tales from the Crypt, la bande dessinée. Et eux aussi, devenus adultes, dans leurs œuvres respectives, sont des collectionneurs, quelque part, d'images macabres. Donc il y a déjà une espèce de mise en abîme tout à fait intéressante ici. Je vous propose donc tout de suite un extrait, et cet extrait, c'est la fin de ce sketch, c'est la vengeance d'outre-tombe. Retenir mon souffle pendant très longtemps. Absolument effrayant, n'est-ce pas ? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la situation archétypale
du cinéma de Romero, à savoir un assaut mené par des zombies, George Romero transgresse finalement tous les codes qu'il avait mis en place en 1968 avec La Nuit des Morts Vivants, codes qui ont été pérennisés avec son deuxième grand succès, Zombie, en 1978. Première chose, il joue cette fois la carte de l'antinaturalisme total. Alors que ce soit au niveau des couleurs ou des cadrages complètement outrés, que ce soit au niveau des ruptures spatio-temporelles, c'est par exemple les zombies qui franchissent la cloison comme s'ils étaient des fantômes, jamais on n'aurait vu ça dans La Nuit des Morts Vivants. Et puis c'est aussi la dimension grotesque et très appuyée de la séquence. Alors, les cadavres dénoyés avec les cheveux qui sont remplacés par des algues, les espèces de bruits d'ablution, l'effroi expressionniste de Leslie Nielsen qui vire un espèce de fou rire absolument délirant. Voilà. Mais plus symptomatique encore, Romero contredit la nouvelle règle mythologique qu'il avait fixée, à savoir le fait qu'on peut tuer un zombie en lui tirant dans la tête. Là, problème, ça ne marche plus. En fin de compte, cette séquence, c'est celle d'un retour en arrière, comme on rembobinerait une VHS. Un retour aux images fondatrices des comics des années 50, d'où la mutation filmée du visage de Leslie Nielsen qui mute en une case de bande dessinée. C'est une image qui, par son caractère lapidaire, immobile, suggère, isole et sublime tous les fantasmes en une seule fulgurance. C'est vraiment ça, cette image finale. Cette case de BD, c'est un petit peu une invitation finalement à revoir La Nuit des Morts Vivants, le film de 68, et à saisir enfin ce que le final du film devait à l'ironie noire des Itchy Comics. Chose complètement impossible en 1968, parce que précisément en 68, cette fin avait été un choc absolument inouï. On était dans le contexte immédiat de l'assassinat de Martin Luther King, et donc tout l'aspect ironique, tout l'aspect drôle potentiellement de la fin était complètement passé à la trappe. Donc quelque part, par cette image-là, c'est une invitation à comprendre une certaine généalogie des images. Mais d'une autre manière, cette case de bande dessinée, c'est plus simplement ici, en 1982, le retour à une émotion primitive, à une poésie totalement obsolète, mais dont on retrouve l'essence en jouant le jeu d'une déconstruction de l'image, en mettant à nu sa généalogie, sa nature essentiellement mutante, c'est-à-dire sa faculté à être détournée, à être reformulée. Bref, sa modernité pop. Et d'ailleurs, ce glissement d'image à une autre, finalement, s'est allé au-delà du film lui-même, parce qu'en 1983, donc un an après, le film a été à son tour adapté en bande dessinée par un dessinateur qui est connu, qui s'appelle Bernie Wrightson, qui a notamment sévi dans une revue qui s'appelait Creepy, qui était une revue héritée de Tales from the Crypt. Et de ce point de vue-là, Creepshow, le film, c'est en quelque sorte le manifeste pop de Stephen King, romancier qui détourne les objets pour leur assigner des significations nouvelles, c'est-à-dire un auteur inspiré par le cinéma et la bande dessinée qui accouche d'une œuvre qui produit en retour du cinéma et de la bande dessinée. Alors cette modernité pop de l'horreur, on la retrouve également dans un autre film qui est fait un an après, qui s'appelle Christine, de John Carpenter. Mais cette fois, elle est formulée de manière beaucoup moins théorique, de manière beaucoup plus incarnée, au point de renouveler les figures de la peur. Je vous résume le pitch en quelques mots, mais j'imagine que vous connaissez déjà un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un adolescent mal dans sa peau, très intelligent, mais qui est vraiment un petit peu le frix dans sa classe, Arnie, qui tombe littéralement amoureux d'une voiture qu'il a trouvée par hasard, une Plymouth Fury de 1957. Mais cette voiture est douée d'une vie propre, et elle se révèle être une espèce de vampire psychique qui suce l'essence vitale de son propriétaire, c'est dur à dire, propriétaire qui est consentant, et cette voiture se révèle être une véritable psychopathe criminelle, à la fois amoureuse, exclusive et vengeresse. Dans l'extrait que vous allez voir, le meilleur ami d'Arnie soupçonne qu'il se passe quelque chose de bizarre autour de cette voiture, et il va essayer d'enquêter, il va essayer de trouver la voiture et de voir où en est l'avancée des travaux. Et évidemment, il fait ça dans le plus grand secret. C'est ce que vous allez découvrir maintenant.
Alors, il y a quasiment exactement la même scène dans le roman Dracula de Bram Stoker. À un moment donné, dans le roman, Jonathan Harker, qui est dans le château du comte, découvre la chambre du comte, il constate que c'est une crypte, il découvre le cercueil du comte Dracula, là il découvre sa nature monstrueuse, il est pris d'effroi, il essaye de donner un coup de pelle sur son visage qui blesse le comte, mais le comte reste inanimé, son visage se détourne et leurs regards se croisent, et Jonathan Harker est pris d'une terreur panique et il s'enfuit. On est un petit peu dans la même chose ici. Encore une fois, précisément, ici, il s'agit d'une scène de profanation de sépulture, c'est-à-dire une effraction, la nuit, dans un garage qui tient lieu de crypte pour une voiture censée être morte avec son époque. Le détail du compteur kilométrique qui est figé entre deux chiffres accentue cette idée de mouvement stoppé net, c'est-à-dire l'idée de mort. La brisure du pare-brise, elle, rappelle visuellement ces toiles d'araignée qu'on pouvait trouver dans les films de la Universal dans les années 30. On a un petit peu ce genre de choses dans le Dracula de Todd Browning notamment. Christine, la voiture, c'est à la fois Frankenstein, ce mort qu'on ramène à la vie par le prodige de la technique, c'est-à-dire la technique d'Arnie qui ne cesse de travailler dessus, mais c'est aussi Dracula, ce monstre magiquement revenu à la vie en se nourrissant des vivants. C'est la synthèse de ces deux grands mythes structurants du fantastique, de ces deux rapports possibles à la mort. Donc voilà déjà un premier détournement pop. Plus besoin de décorum gothique, plus besoin de monstres de chair et de sang. Les monstres finalement sont nichés dans notre quotidien parmi les objets qui nous entourent directement. Ici, une voiture. Et puis soudain, dans la séquence, vient l'idée géniale de l'autoradio hantée qui est à jamais bloquée sur l'année 1957, année de fabrication de la voiture. L'autoradio se met à hurler un tube de Little Richard qui s'appelle « Keep a knocking, but you can't come in », qu'on pourrait traduire « Tu peux toujours cogner, mais tu ne peux pas rentrer ». Et bien sûr, là, avec le choix de cette chanson, il y a d'abord le premier degré des choses, c'est-à-dire il y a l'ironie de la situation, c'est-à-dire que la voiture commente en direct la scène à laquelle nous assistons, donc première mise en abîme, mais il y a un deuxième degré du détournement pop ici. Il faut s'attacher à cette chanson, parce que ce deuxième degré, qui est plus profond, donne finalement son identité propre à ce monstre nouveau qui est Christine, et c'est vraiment cet aspect-là qui nous fait éprouver ici le vertige de la peur. Avant d'être un tube radio, Keep a Knocking, ça a d'abord été un blues à l'origine incertaine, dont on rencontre les premières occurrences dans les années 20. Il y a eu des versions cajun, il y a eu plein de versions, mais on ne sait pas vraiment qui a écrit ce morceau. Bref, c'est un objet un petit peu mystérieux, ancestral, qui renvoie au temps mythologique des origines de cette musique, dont on sait qu'elle a toujours eu un rapport avec la magie noire, le diable, etc. On se souvient de Robert Johnson, de sa chanson Crossroads, qui raconte un pacte avec le diable, etc. Donc, le blues, c'est cette fameuse musique du diable, ici, qui est devenue un objet de consommation en 1957 sous le nom de rock'n'roll. Et c'est cette musique que Christine, finalement, nous restitue dans toute sa puissance d'évocation originelle, dans toute sa force magique ou démoniaque, c'est selon. Christine, en fin de compte, c'est le fantôme d'une époque révolue. C'est le fantôme de cette époque du rêve américain d'après-guerre, avec sa promesse de développement, d'ascension sociale. Cette Amérique d'Eisenhower qui a fait de la voiture un symbole de l'émancipation. Mais c'est aussi un symbole de cette époque. L'Amérique d'Eisenhower, c'était aussi cette époque qui a vu naître en son sein les prémices de la contre-culture et de la contestation avec la naissance du rock'n'roll. Tu peux cogner, mais tu ne peux pas entrer, nous dit Christine, nous signifiant qu'en pleine Amérique reaganienne, à l'époque où est tourné le film, cette double promesse officielle de l'Amérique reaganienne et officieuse, celle de la contre-culture, cette double promesse n'a pas été tenue. Christine, c'est le fantôme de ces enfants des années 50, morts avec le passage à l'âge adulte et la perte des illusions, et dont Arnie, finalement, à la fin du film, puisqu'il meurt, devient une espèce de figure exsangue. Il en devient lui-même le symbole. Christine, c'est le vrai visage monstrueux du reaganisme triomphant, caché sous le vernis rassurant des apparences. Bref, derrière l'horreur pop, pointe l'angoisse politique. Et derrière le nihilisme désabusé, qui est ici probablement également amplifié par John Carpenter, parce qu'on connaît son approche, derrière le nihilisme désabusé, pointe l'angoisse métaphysique. Rien que ça. Donc à ce stade, je crois qu'il est temps de prendre à bras-le-corps un aspect fondamental de l'œuvre de Stephen King, à savoir la notion de vision médiumnique, qui traverse vraiment toute son œuvre littéraire, une notion par essence cinégénique et qui donc très logiquement est au cœur
aussi de toutes ces adaptations au grand écran. Alors cette idée de vision médiumnique, c'est bien sûr le sujet d'un grand nombre de romans de Stephen King. On a des personnages comme Danny Torrance dans Shining, il y a le héros de Dead Zone, capable d'entrevoir le passé, le présent, le futur de quelqu'un rien qu'en lui tenant la main. C'est le sujet aussi de Charlie, de Jesse, etc. Enfin bref, je ne vais pas vous égrener la liste, mais on le retrouve systématiquement dans son œuvre. Mais ce n'est pas qu'une affaire de sujet chez Stephen King, c'est aussi une affaire de style. Et ça, dès son premier roman en 1974, dans Carrie. C'est quelque chose qu'a très bien analysé d'ailleurs Hélène Frappa, qui est entre autres compétences spécialiste de Stephen King, et je vais me permettre de reprendre ici à mon compte un petit peu son analyse en la résumant. L'écriture de Stephen King, elle est faite de ruptures de ton, d'une trivialité traversée par des fulgurances. Et ces fulgurances, c'est notamment l'usage des italiques et des parenthèses, qui offrent des espèces de trouées dans la narration. C'est comme un présent de l'action qui est parasité par d'autres temps. En général, les exégètes parlent de trouées poétiques. Stephen King lui-même, en évoquant ces passages, a plusieurs fois évoqué l'idée de trouée médiumnique. En fait, trouée poétique, trouée médiumnique, c'est un petit peu la même chose. Pour Stephen King, écrire, c'est un exercice télépathique qui suppose d'être une sorte de médium neutre pour laisser le texte vivre sa vie. Et le texte, traversé par ces fulgurances, traversé par la peur, se met en quelque sorte à trembler, à l'image des personnages, comme celui de Carrie, par exemple, qui est traversé par des voix cosmiques. Les peurs fictives et autobiographiques s'entremêlent, et on sent finalement les réminiscences d'une enfance terrorisée, qui peut être aussi bien celle du personnage, Carrie et les autres, que celle de Stephen King lui-même. Il y a donc, dès ce stade, dès l'écriture, une modernité absolue, avec tous les jeux de miroir que cela suppose, et avec cette connivence possible entre l'auteur, Stephen King, et ses lecteurs, cette connivence d'une conscience commune de la fabrication du texte, là, sous leurs yeux, en même temps. Je voudrais vous proposer tout de suite une illustration de ça. Une sorte d'adaptation littérale de ces trouées médiumniques, avec la première scène de vision de Christopher Walken dans Dead Zone, donc le film de David Cronenberg réalisé en 1983. C'est au début du film, le personnage sort d'un coma qui a duré 5 ans, il est à l'hôpital et il va faire la découverte de son don. Name? Your daughter's screaming. The house is burning. Your daughter's in the house. It's not too late. Amy! Amy! Your daughter's screaming. Amy's screaming. It's not too late. Your daughter's screaming. Hurry up! Alors, ce qui est passionnant ici, c'est qu'on a une idée vraiment purement littéraire qui aboutit à un pur moment de bravoure cinématographique. La vision médiumnique, ici, c'est la fusion de tous les points de vue possibles via un montage hyper fractionné. Il y a le point de vue de l'infirmière terrorisée au contact de Christopher Walken dans la chambre d'hôpital. Il y a le point de vue de Christopher Walken au même endroit dans la chambre et dont le regard se perd dans le vide. Il y a le point de vue de l'enfant dans sa chambre incendiée. Il y a à nouveau le point de vue de Christopher Walken, mais ce coup-ci dans la chambre de l'enfant. Et d'ailleurs, on peut se demander, est-ce que lui et l'enfant se voient? Le champ contre champ pourrait nous le suggérer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas complètement certain, mais c'est une possibilité. Et en même temps, la vision médiumnique, c'est également la fusion du présent, du passé et du futur. Parce qu'on nous présente ici un fait qui est prétendument simultané à l'action, ça c'est une première chose, mais en même temps,
Ce fait prend la forme de ce que les victimes de troubles de stress post-traumatique appellent des flashbacks, d'ailleurs selon une terminologie propre au cinéma. Donc on peut se poser la question, s'agit-il de la mémoire traumatique de Christopher Walken qui résonne? Et enfin, la figure de l'ellipse finale nous plonge immédiatement dans le futur, comme si les retrouvailles de la mère et de la fille faisaient partie intégrante de la vision. Ça, c'est la continuité de la musique qui réunit vraiment tous ces éléments-là. Bref, avec Cronenberg, la vision médiumnique chère à Stephen King, c'est un point de vue omniscient, total, littéralement cosmique. C'est une source de terreur qui est nichée dans l'intimité, à savoir une chambre d'enfant ou une chambre d'hôpital, mais qui se déploie jusque dans les abysses de la métaphysique. On y vient à nouveau. Avec cette scène, on vient vraiment d'avoir là le cas typique d'une adaptation littérale d'une vision médiumnique chère à Stephen King. Mais il arrive que chez certains metteurs en scène qui ont adapté le romancier à l'écran, que ces metteurs en scène se soient littéralement approprié ce concept pour en faire une matière toute personnelle, quelque chose d'intégré à leur propre grammaire cinématographique et émotionnelle. C'est le cas notamment de 2 chefs-d'œuvre, l'un approuvé par Stephen King et l'autre totalement rejeté, à savoir Carrie de Brian De Palma et Shining de Stanley Kubrick. Alors Carrie, c'est donc, on l'a déjà dit, le premier roman de Stephen King, publié en 1974. C'est un texte qui est parti d'une donnée autobiographique, le souvenir de 2 lycéennes qu'a connu Stephen King, qui sont devenues des parias dans leur classe et qui ont connu des destins funestes. L'une s'est suicidée, l'autre a eu un accident alors qu'elle était dans un état d'ébriété, elle a été renversée par une voiture. Enfin bref, vraiment une destinée tragique. Et si à l'époque Stephen King n'a rien fait pour les aider, il y a eu cette idée chez lui de leur rendre finalement justice par la fiction, mais non pas en édulcorant le drame ou en créant je ne sais quel happy end, mais en inversant les choses, c'est-à-dire en dotant le personnage qui le représente toutes les deux dans la fiction, à savoir Carrie, d'une toute puissance surnaturelle, c'est-à-dire le don de télékinésie, cette faculté à mouvoir les objets rien que par la pensée. Alors dès ce premier livre de Stephen King, tout son univers est là. Il y a l'enfer social, la puissance du médium, le fantastique au quotidien, le rapport difficile à la famille. Brian De Palma, dans son film, retranscrit très fidèlement le parcours de Carrie. Il a supprimé un certain nombre de chapitres du film qui étaient des espèces d'incises avec des coupures de presse, des études cliniques du cas de Carrie, mais il garde vraiment la structure de la narration et on retrouve à peu près toutes les scènes. À commencer par la scène inaugurale, celle du générique qui nous présente l'héroïne et que je vous propose de voir maintenant. Alors c'est une scène mythique, vous la connaissez peut-être déjà, vous allez peut-être la revoir après si vous voyez Carrie, mais c'est très important de la revoir néanmoins maintenant.
care of yourself. Now, come on. Come on. Now, grow up. Stand up and take care of yourself. Come on, do it. Do it. Alors ici, Brian De Palma est de prime abord complètement fidèle à Stephen King. Il est d'abord fidèle à sa narration, c'est bien une scène traumatique inaugurale, et donc une manière de caractériser le personnage et de lancer le récit. Mais il est également fidèle à la conception de la peur chère à Stephen King, à savoir l'idée selon laquelle la clé pour faire peur, c'est d'éprouver de l'empathie pour le personnage. Évidemment, Carrie est une victime, et évidemment, on éprouve de l'empathie pour elle. Néanmoins, Brian De Palma, par sa réalisation, il change totalement la nature de la scène. Là où il s'agit d'une entrée dans l'action assez classique chez Stephen King, avec vraiment un côté très descriptif de faits et gestes rapides, il y a vraiment ce côté très, très réaliste de la scène. Chez De Palma, c'est au contraire un moment de suspension. C'est un générique et son prolongement immédiat, dont le style ne doit qu'à lui-même. Il y a d'abord l'esthétique vaporeuse, le ralenti, les jeunes filles dénudées, la musique langoureuse. On est un petit peu dans l'esthétique du photographe David Hamilton, qui était très, très à la mode à l'époque. On est aussi chez Alfred Hitchcock, bien sûr. C'est toujours une référence obligée chez Brian De Palma. Il y a une référence explicite à la scène du meurtre sous la douche de Psychose. On retrouve les plans sur le pommeau de douche, le sang qui coule, et surtout l'usage des violons stridents au moment de la première manifestation télékinésique de Carrie, qui rappelle l'association entre la musique de Bernard Herrmann et les coups de couteau de Norman Bates. La pulsion meurtrière ainsi révélée dans cette séquence, elle est double. Il y a d'abord la pulsion de la foule des adolescentes qui pratiquent une espèce de lynchage symbolique. Et puis, bien sûr, il y a la pulsion également meurtrière de Carrie en réaction, qui fait exploser les ampoules et qui symboliquement plonge le monde dans les ténèbres. Ce qui est intéressant, vraiment particulièrement dans cette séquence, c'est comment naît cette double pulsion meurtrière. Parce que ça n'est pas les premières règles de Carrie qui sont en cause, ni même le fait qu'elle n'ait jamais été mise au courant de la possibilité d'avoir des règles. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est le regard qui est posé dessus. En général, du récit Carrie, c'est-à-dire autant le livre que le film, on retient de prime abord le puritanisme de la mère, qu'on n'a pas vu ici, mais qui est absolument effrayant dans le film, et la cruauté adolescente qui est non moins horrible. Mais le puritanisme de la mère, s'il est bien la cause initiale de la transformation de Carrie en un monstre, c'est un petit peu, si je puis dire, l'arbre qui cache la forêt. Parce que les ados prétendument libérés des années 70, ces jeunes filles que vous venez de voir, qui lynchent Carrie, la paria bigote, eh bien, elles n'en sont pas moins puritaines que la mère. Elles reproduisent ce geste archaïque, très ancré dans l'imaginaire américain, dans l'imaginaire puritain américain, hyper sexiste, qui consiste à voir le passage de la jeune fille à l'adulte comme la naissance d'une sorcière. Si vous prenez l'équivalent masculin, chez les hommes, au contraire, on verra toujours le passage à l'âge adulte comme le moment du super pouvoir. C'est le moment où on peut sauver le monde. D'ailleurs, petit parallèle cinéphile, au moment où se tourne Carrie, c'est le moment où se tourne le premier Star Wars. Et d'ailleurs, on sait que les castings ont eu lieu en commun, que Sissy Spacek, elle a passé le casting de la princesse Leia, etc. Donc, on a d'un côté Luke Skywalker, celui qui sauve le monde, et on a de l'autre côté Carrie, la sorcière. Voilà, chose très, très intéressante. Donc ce que filme Brian De Palma, c'est ce moment du super pouvoir féminin, fut-il négatif, et en féminisme, parce que là on peut parler vraiment de féminisme, il se situe du point de vue des femmes, c'est-à-dire qu'il se situe du point de vue de la peur qu'elle suscite. C'est cette image de la femme perçue comme une fontaine de sang et qui va vraiment être complètement décuplée dans le final du film, que je ne vous passe pas, je vous rassure. Et il se situe également du point de vue de la violence que subissent les femmes via le regard commun porté sur elles, qui depuis Ève et l'avènement du patriarcat les condamne à la malédiction, comme chacun sait. Dès lors, cette scène inaugurale, ce n'est plus seulement une scène narrative de trauma. La transgression de l'esthétique hamiltonienne, cette esthétique vaporeuse, cotonneuse, qui est née de l'irruption des premières règles, avec c'est le moment où la musique s'arrête. Finalement, c'est l'idée d'une image qui saigne, d'une image vivante. On est presque, d'une certaine manière, chez Mario Bava, mais avec d'autres codes esthétiques. C'est l'idée d'une image vivante, bref, d'une vision en tant que telle. Hitchcock,
faisait de la direction de spectateurs qu'il qualifiait de voyeurs. Et bien avec Stephen King, Brian De Palma, lui, fait de la direction médiumnique de spectateurs voyeurs, parce que cette vision qui est proposée dans cette séquence, finalement, c'est la nôtre, vision de spectateurs. Depuis les vestiaires, depuis les coulisses, il nous confronte au refoulé américain, à un envers du décor, à une terreur archaïque sur laquelle repose finalement, inconsciente, toute la culture outre-Atlantique. À travers cette scène, nous faisons l'expérience du héros de Stephen King. Avoir le don de double vue, c'est voir le réel tel qu'il est. On tient donc ici un cas non pas d'un thème ou d'une narration propre à Stephen King, mais d'un véritable motif qui donne lieu à une forme cinématographique inédite, à une nouvelle figure de la peur. Avec Shining, donc réalisé 4 ans plus tard, 1980, les choses vont encore plus loin. Le livre, lui, a été écrit en 1977. On y retrouve les thèmes de l'autodévoration familiale, de la médiumnie violente. Mais il y a aussi une chose qui n'est pas présente dans le roman Carrie, une manière de résumer toute l'histoire américaine sous la forme d'un palace. C'est le fameux hôtel Overlook. Un manoir gothique construit sur un ancien cimetière indien, détail qui est important. Un manoir qui a souvent changé de propriétaire. Son propriétaire initial, le créateur, c'est un personnage énigmatique, c'est une sorte de Howard Hughes, si on comprend bien, quelqu'un qui aurait investi à Hollywood, qui aurait investi dans l'aviation et qui représenterait un petit peu tout le mal américain d'après-guerre. On sait que cet hôtel, il a appartenu parfois à la mafia, on ne sait pas très bien, il y a déjà toute une espèce d'histoire occulte économique derrière cet hôtel. Mais au sein de ce manoir, il y a une chaudière qui semble se charger de toute l'énergie négative, de tout le potentiel maléfique de l'histoire américaine. Et au milieu de tout ça, il y a le petit Danny Torrance, 5 ans, qui a des visions, qui est avec sa mère et qui est confronté à son père, Jack Torrance, héritier de plusieurs générations d'alcooliques violents. Voilà, en gros, le résumé du livre, pas du film, du livre. Alors l'affaire est connue parce qu'elle continue un petit peu d'alimenter les polémiques entre les fans de Stephen King et les fans de Stanley Kubrick, et peut-être que cette polémique va se résoudre la semaine prochaine avec la sortie de Dr. Sleep, qui est à la fois une suite du film et du livre. Je ne sais pas, on le verra. Enfin, moi, je n'ai pas encore vu le film, mais on verra ça la semaine prochaine. Mais il y a eu un vrai conflit entre Stanley Kubrick et Stephen King sur ce film. En gros, Stephen King a vraiment complètement rejeté le film. Pour lui, Shining de Kubrick, ça n'est absolument pas son film. Voilà ce qu'il reproche en quelques mots au film de Kubrick. Il reproche le fait d'avoir fait de Jack Torrance, selon lui, un fou dès le début de l'histoire, là où dans le livre, il y aurait une espèce d'évolution progressive du personnage, au point qu'on peut douter dans le film des visions, des apparitions fantomatiques. On peut se dire que c'est juste le produit de la folie de Jack Torrance. Là où les choses sont beaucoup plus, où le fantastique est beaucoup plus tangible dans le livre de Stephen King, il y a des scènes avec des buissons qui s'agitent, qui se déplacent, enfin, il y a des choses un peu fantasmagoriques de cet ordre-là. Il reproche à Stephen King d'avoir tué le personnage d'Halloran, qui est le deuxième personnage à posséder le don du Shining dans le livre et dans le film, qui est l'adulte qui explique au petit Danny Torrance son don médiumnique. Il reproche à Stanley Kubrick d'avoir ajouté des segments entiers, dont l'idée du fameux labyrinthe végétal qui est à l'extérieur. Et plus globalement, il reproche à Stanley Kubrick d'avoir fait un film glacial, là où son livre, au contraire, était un film chaud. La grosse différence, c'est la fin. C'est Jack Nicholson qui meurt dans le labyrinthe extérieur par une nuit glacée, là où le livre de Stanley Kubrick se termine avec l'explosion de la chaudière centrale. Voilà, on a un livre brûlant, un film froid. De son côté, lui, Stanley Kubrick, lui, s'était pas caché de chercher à faire un film à succès après l'échec commercial de Barry Lyndon, et pour ça, d'avoir été chercher un best-seller, qui était selon lui un livre réussi, mais largement perfectible selon lui, d'où la réécriture d'un certain nombre d'éléments. Néanmoins, et c'est là où les choses deviennent tout à fait passionnantes pour ce qui nous concerne, le motif propre à Stephen King de la vision médiumnique est totalement central dans la mise en scène de Stanley Kubrick. Et je vous propose de voir une scène de vision. C'est pas la première, c'est une scène complètement située au milieu du film, une scène de vision qui démarre sur le personnage d'Halloran, qui lui à ce moment-là n'est pas du tout dans l'hôtel, mais qui coule des jours heureux à Miami où il fait très très chaud pendant qu'il y a une tempête de neige qui s'abat dans les montagnes qui abritent l'hôtel. Et cette scène continue sur la fameuse chambre 237 où a eu lieu un massacre, le massacre du précédent gardien qui a tué toute sa famille, le gardien O'Grady.
forecasts. Weather forecasters predict more snow and heavy winds tonight and tomorrow, with temperatures dropping well below zero. Back here in South Florida, we've got just the opposite problem. The heat and humidity are supposed to climb. Local beaches should be jammed. Our weather expert, Walter Croneiss, will have the local forecast later on his watch. The Miami City Commission today approved an additional $42 million for rapid transit.
pense en effet. Alors, ce coup-ci, il s'agit d'une triple vision en forme de poupée gigogne. 3 visions qui s'imbriquent les unes dans les autres. Il y a la vision d'Halloran, qui connaît le potentiel maléfique de la chambre 237 et le danger que court la famille Torrance et qui perçoit télépathiquement ce que voit Danny. Il y a la vision de Danny lui-même, qui est le témoin impuissant et pétrifié de la descente aux enfers de son père, qui cède aux sirènes de l'hôtel Overlook, c'est-à-dire à ses visions fantomatiques. Et enfin, il y a les fantômes eux-mêmes, donc la vision de Jack Torrance, le père, et qu'Halloran semble lui-même connaître, vu qu'en début de film, il a prévenu le petit Danny de ne surtout pas aller dans la chambre 237. De son point de vue-là, cette triple vision, c'était une sorte de serpent abstrait qui se mord la queue. On est un petit peu dans la logique mathématique des fractales, où toute figure géométrique contient sa reproduction à l'identique à l'infini. C'est l'idée d'un carré contient 4 carrés, que eux-mêmes contiennent 4 carrés, 4 carrés, 4 carrés, etc., jusqu'à la fin des temps. Et cette logique des fractales, construite ici par le montage, est déjà à l'œuvre visuellement dans tout le restant du film, avec cette idée du labyrinthe qui a été ajouté par Kubrick aux grandes dames de Stephen King. Le labyrinthe, dans le restant du film, c'est d'abord les motifs imprimés de la moquette sur laquelle Danny fait du vélo, et qui font de l'Overlook en tant que tel une sorte d'énorme labyrinthe. C'est le labyrinthe végétal qui est à l'extérieur et dans lequel finira par mourir Jack Nicholson. C'est également le labyrinthe miniature, reproduction du labyrinthe du jardin labyrinthique, qui est dans le salon à l'intérieur de l'hôtel. Et il y a aussi cette espèce de zoom sur cette reproduction, donc le labyrinthe miniature, à un moment donné, qui nous suggère une espèce de ressemblance avec les circonvolutions d'un cerveau. Peut-être celui de Jack Torrance, en proie à la folie. Bref, un labyrinthe intérieur dans lequel il va se perdre. Toutes ces idées de mise en scène abstraite qui mettent au diapason de la dialectique de l'ordre et du chaos qui sont déjà un peu à l'œuvre dans 2001 Odyssée de l'espace et dans Orange Mécanique, toutes ces idées abstraites, elles entrent en résonance. Et c'est fascinant parce qu'elles déploient d'une manière complètement inédite non seulement le motif kingien de la double vue, mais les grandes thématiques du romancier, à savoir cette association entre horreur intime et horreur cosmique. Revenons 2 secondes sur un détail qui est vraiment important, le nom de l'hôtel, l'hôtel Overlook. En anglais, le verbe overlook, écrit en un mot, signifie à la fois négliger, oublier, fermer les yeux sur. Mais quand on l'écrit en 2 mots, overlook, ça peut vouloir dire surregarder, c'est-à-dire une chose et son contraire. Dans cette scène de triple vision, Stanley Kubrick, il fusionne magistralement ces 2 idées contradictoires. Oublier et fermer les yeux, c'est se condamner à reproduire toujours les mêmes gestes. Ça, c'est Jack qui se refuse à voir le cadavre dans la baignoire et qui, cédant à ses pulsions, va reproduire les gestes des gardiens qui l'ont précédé, c'est-à-dire la destruction de la famille. Ça, c'est le sens de cette reformulation du couple mythologique Eros et Thanatos, dans lequel, ce coup-ci, Thanatos l'emporte. C'est l'idée qu'il ne peut pas y avoir de descendance, que finalement, c'est l'idée du sexe infertile. Et il y a celui qui surregarde dans cette séquence-là, bien sûr Danny, qui lui, finalement, contemple la faillite absolue de la famille, c'est-à-dire, à son échelle d'enfant de 5 ans, la destruction de son monde. Pour lui, c'est ni plus ni moins qu'une vision d'apocalypse. Voir le réel, c'est lutter contre l'amnésie, contre la répétition des tragédies. Ça, c'est vrai à l'échelle intime de Danny, dont le père est l'héritier de plusieurs générations d'alcooliques violents, et c'est vrai à l'échelle de l'Amérique, dont la cellule de base, précisément, est la famille. Une Amérique qui, comme on le sait depuis Liberty Valance et John Ford, préfère toujours imprimer la légende que l'histoire réelle. Une Amérique qui construit sans vergogne des palaces sur des cimetières indiens. Donc, même prétendument évacué du film, Stephen King est donc bel et bien là, au cœur du Shining, 1980, réalisé par Stanley Kubrick. Et ça, c'est peut-être l'ultime démonstration par l'absurde qui nous manquait. Stephen King apparaît finalement comme beaucoup plus qu'un simple romancier, fut-il talentueux. Il est aussi l'un des grands artisans essentiels de la modernité fantastique au cinéma. Un créateur de formes, de motifs, un créateur pop, parce que ses inventions passent le plus naturellement du monde, d'un média à l'autre. Romans, nouvelles, films, sketchs, bandes dessinées. Et ça, son statut actuel le démontre d'ailleurs amplement, parce qu'il est passé lui-même
à la postérité de la pop culture. Aujourd'hui, il appartient à tout le monde. Stephen King, il appartient aux lecteurs et aux cinéphiles, il appartient aux teenagers et aux adultes, il appartient à l'homme de la rue et aux universitaires. Finalement, Stephen King, c'est un petit peu le montreur d'ombre du film expressionniste éponyme d'Arthur Robinson en 1923, ce personnage médiumnique qui voit au-delà des apparences. Comme lui, il fallait bien que ses visions se concrétisent sous la forme d'une danse macabre projetée sur un écran devant des spectateurs médusés. Voilà, je vous remercie beaucoup.